Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux 120 personnes qui se sont inscrites pour ce séminaire autour de l'agriculture qui s'appelle «Les nouvelles initiatives agricoles alternatives crédibles et quels impacts sur la qualité de notre alimentation?» et ça, c'est Nathalie qui essaiera d'y répondre. La crise sanitaire a remplacé la souveraineté alimentaire de la France au cœur des enjeux. Alors que certains Français cherchent à faire des réserves et d'autres à consommer toujours plus local, une question s'est posée. L'agriculture française peut-elle suffire à nourrir le pays pour les consommateurs, pour les agriculteurs, pour les politiques? L'autonomie alimentaire est nécessitée. L'État va même injecter 877,5 millions d'euros sur 5 ans pour accélérer la recherche dans l'agriculture de demain. Comment les nouveaux modes de production agricole s'intègrent-ils dans notre paysage agricole? Sont-ils pérennes? Que peut-on en espérer? Comment peut-on faire cohabiter toutes ces initiatives sur un territoire? Malgré les atouts de nos territoires, l'autonomie alimentaire de la France régresse. Dans un rapport publié en 2019, le Sénat nous apprend que nous importons 20% de nos besoins alimentaires. La plupart des aliments qui se retrouvent dans l'assiette des Français ont parcouru plus de 3000 kilomètres. D'ici 2023, on pourrait même bien importer plus de produits qu'on en exporte. Pour, ce- pour répondre à toutes ces questions, excusez-moi, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui des experts qui vont essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Je présente d'abord, et vous m'excuserez mesdames, Sébastien Abyss, qui est directeur du club Déméter et associé à l'IRIS. Depuis 2017, vous êtes le directeur de Déméter, cet écosystème qui regroupe 74 entreprises et structures professionnelles et tourné vers des réflexions prospectives, des enjeux mondiaux et les dynamiques intersectorielles liées à l'agriculture, l'alimentation et le développement durable. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, Institut des relations internationales et stratégiques, depuis 2012. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et vous avez publié en 2020 Géopolitique de l'agriculture avec Pierre Blanc et Géopoliculture, histoire et pouvoir alimentaire dans le monde. Et vous dirigez, comme je l'ai dit en début, la revue Le Déméter, qui est un ouvrage collectif. Je me tourne vers Hermine Chambard-de-Laux, j'espère que je prononce bien. Vous êtes déléguée du général du CNRA, le Conseil national pour la résilience alimentaire. Vous avez une carrière dans la logistique en amont et vous avez rejoint le Conseil en 2020 le conseil rassemble des professionnels intervenant dans les différents maillons de la chaîne alimentaire, désireux de répondre en commun aux défis de la résilience alimentaire et des territoires. Et enfin, nous accueillons Alexia Ray, qui est la cofondatrice et la directrice générale de Néopharm, qui nous présentera tout à l'heure. C'est une start-up qui conçoit en fait compte des fermes technologiques et agroécologiques clés en main en périphérie des villes pour une production de légumes bio et locaux. Vous vous êtes donné pour mission de faire émerger un modèle d'agriculture à grande échelle écologique et qui rétribue justement l'effort du producteur. Avant que je me tourne vers Sébastien, je rappelle à toutes les personnes qui sont présentes que vous pouvez poser des questions à nos intervenants qui répondent au fil de l'eau. Et si on dépasse l'heure qu'on s'est fixée, on garde la question et on leur enverra. Voilà, une fois que j'ai dit ça, je vais me tourner vers Sébastien, que je salue. Et ma première question, c'était de savoir, est-ce que la pandémie a changé la donne en matière agricole? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Sandrine. Ravi de pouvoir partager quelques réflexions avec vous ce matin. Moi, je crois que la pandémie n'a fait qu'accélérer un certain nombre de tendances sur lesquelles on pourra revenir brièvement si vous le souhaitez, mais je crois qu'il faut cristalliser parfois les enjeux pour essayer d'avoir une photographie exhaustive au niveau mondial, mais qui concerne aussi finalement ce qui se passe au niveau européen et français. La première chose, c'est quand même rappeler, et cette pandémie nous l'a bien montré, que l'alimentation et l'agriculture, c'était la base de la stabilité, de la sécurité et plus largement encore de la paix dans le monde. Nous avons peut-être, à travers cette pandémie, repris conscience pour celles et ceux qui l'avaient oublié ou qui le sous-estimaient en France et en Europe, à quel point l'acte productif et avoir du coup de la quantité
alimentaire était absolument indispensable. Et en plus, si cette alimentation pouvait être pas trop éloignée des zones de consommation, ça avait du sens au sens stratégique du terme, c'est-à-dire que ça crée les moyens d'avoir de la stabilité et donc de la sécurité humaine. Et encore une fois, j'insiste toujours sur cet aspect-là, ce que j'appelle moi la géopolitique positive, c'est-à-dire que l'alimentation et l'agriculture font la paix et la stabilité du monde. C'est quand il n'y en a pas qu'il y a des problèmes dans des espaces ou à l'échelle d'un individu au sein de son estomac. D'ailleurs, vous avez vu que le corps humain est tellement bien fait qu'il émet une petite sonorité quand votre estomac se creuse pour vous rappeler qu'il faut le remplir. Donc, quand tout ça s'exprime à l'échelle de plusieurs dizaines, voire millions de personnes, ça peut faire du bruit et ça peut se transformer en instabilité sociopolitique. La deuxième chose, me semble-t-il, que cette crise maintient, confirme, accélère, c'est la demande de soutenabilité autour des trajectoires agricoles. C'est-à-dire que tout comme nous avons un rappel sur l'importance de la production et de la quantité, et donc de l'aspect sécurité, nous avons une confirmation que la demande de soutenabilité est extrêmement forte. Et cette soutenabilité, aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on demande aux mondes agricoles de nourrir et réparer la planète. C'est-à-dire que c'est à la fois maintenir la vocation nourricière, mais c'est aussi avoir la viabilité de la planète à moyen terme. Et donc, je dis souvent que l'on demande aujourd'hui au monde agricole, dans toute sa diversité, de remplir une mission absolument immense, puisqu'il a la vie des gens au niveau sécurité alimentaire au quotidien entre les mains, et il a en même temps une partie de la viabilité de notre planète à moyen terme. Et je crois que tout ça doit être regardé objectivement de la part des consommateurs par rapport à la mission qu'on demande à ces mondes agricoles, d'avoir une telle tâche à remplir, une telle diversité de fonctions stratégiques aujourd'hui, alors qu'on a peut-être tendance à moins les accompagner, moins les soutenir que par le passé. On pourra en reparler, mais je crois qu'il faut avoir conscience aussi, quand on est dans le monde agricole aujourd'hui, que la question, c'est vraiment d'être contributeur net au développement durable, d'être locomotive aux transitions climatiques et d'être finalement capable de montrer peut-être aux consommateurs, qui lui parle souvent de développement durable, qu'il ne fait pas grand-chose par rapport aux mondes agricoles qui concrètement au quotidien font des actions. Moi, j'en parle tous les jours. À côté d'un agriculteur, je ne fais pas grand-chose. Donc l'agriculteur, l'agricultrice, l'entrepreneur du vivant, l'ensemble des acteurs de cette chaîne de sécurité alimentaire sont aujourd'hui, pour moi, les protagonistes de ces transitions environnementales et de cette décarbonation économique qu'il faut de toute façon aller chercher avec l'objectif Green Deal et l'ensemble des mesures derrière à faire. Mais je crois que pour revaloriser aussi le secteur agricole et agroalimentaire, au-delà de cet aspect nourricier, il faut insister sur voilà, ces missions autour du climat, du mix énergétique. On pourrait multiplier les exemples des contributions de ce secteur qui vont bien plus loin que la seule assiette de vous et de moi. Et puis la troisième chose, c'est la demande de santé. On a sécurité, donc j'ai dit, on a soutenabilité, puis le troisième, c'est la santé, où là, rien de nouveau sous le soleil, c'est-à-dire que tout le monde espère pouvoir avoir une alimentation qui soit la meilleure possible sur le plan qualitatif et sécurité sanitaire. Mais je crois que le grand challenge stratégique qu'on a sur la table aujourd'hui, c'est pas juste espérer ne pas avoir des produits qui posent problème quand on passe à table. Ce problème est résolu depuis très longtemps. On n'a jamais aussi bien mangé en France et en Europe qu'en 2021, n'en déplaise à ceux qui pensent le contraire. Factuellement, les faits sont têtus. Et donc, nous avons plutôt à aller chercher dans les prochaines années, moi, ce que j'appelle le manger pour se soigner. Non pas se soigner pour guérir, mais se soigner pour augmenter l'espérance de vie en bonne santé, parce qu'on va tous finir centenaires. Et que quand on a 60 ans aujourd'hui, le but, c'est pas d'être au bout de l'histoire et au bout de sa vie. Et donc, il faut rester en capacité d'offrir une alimentation senior de plus en plus adaptée. Et la meilleure assurance vie pour arriver au début de l'âge senior en bonne santé, c'est de bien manger dès le plus jeune âge. Donc, en fait, bien manger tout au long de sa vie et pouvoir continuer à bien manger avec des produits adaptés quand on est senior et qu'on fait un dernier tiers de son existence, c'est pour moi le business stratégique clair qui pose des questions d'éducation alimentaire et qui rappelle aux consommateurs que plutôt que de mettre de l'argent à la banque dans une assurance vie, bien manger tout au long de sa vie, ce sera sa meilleure espérance de vie en bonne santé. Et le meilleur moyen d'en plus avoir une contribution à l'économie qui l'entoure, etc. Donc moi j'insiste sur ces 3 S. Je crois que le Covid a
catalyser ces dynamiques qui, de manière très schématique et cubique, pardon, je suis un peu impressionniste dans ma photographie, mais c'est le but, font une convergence de demande. Et là où je crois qu'en fait personne ne doit se tromper, c'est-à-dire que les mondes agricoles ne doivent pas penser que le rappel productif aurait laissé de côté la demande et l'exigence en santé et soutenabilité. Et inversement, les consommateurs doivent comprendre que s'ils veulent débattre de la qualité et s'ils veulent une alimentation qui sans cesse s'améliore, il faut des professionnels, il faut de la production, il faut de la quantité, il faut de la sécurité pour pouvoir ensuite débattre de choses qui sont quand même à l'échelle du monde. Et je me permets de finir là-dessus. Un privilège de nation très nanti aujourd'hui. Je rappelle que pour l'écrasante majorité de la population mondiale, depuis 2 ans, la crise de la pandémie a 2 conséquences: perte de revenus et d'emplois. Tous les pays n'ont pas nationalisé des emplois et couvert des secteurs. Et l'autre chose, c'est que l'inflation alimentaire galope partout dans le monde, sauf en Europe et en France. Sauf en Europe et en France. Et donc, vous avez une double peine pour beaucoup de consommateurs: moins de pouvoir d'achat, et ce même pouvoir d'achat a moins de valeur par rapport à la nourriture qui, elle, a doublé, triplé, quadruplé. C'est pour ça que je dis toujours attention à ne pas confondre le budget de la PAC ou des aides publiques autour de l'agriculteur et de l'agriculture. Ces subventions pour les agriculteurs, le premier bénéficiaire, c'est le consommateur. Il ne faut jamais perdre de vue ça, que depuis 50 ans, le grand gagnant de la PAC, le grand gagnant des politiques publiques agricoles en France, ce ne sont pas les producteurs, eux, ce sont les intermédiaires, in fine, d'une sécurité collective et d'une protection du consommateur. Et je rappelle que depuis 2 ans, nous n'avons manqué de rien, ni en quantité, ni en qualité, ni en diversité dans nos consommations françaises. Et nous avons même, et je laisserai Hermine aller sur ce terrain, des consommateurs qui veulent plus de produits de proximité. J'espère en tout cas qu'ils sont à l'aise, ces consommateurs, avec le fait que parfois des produits de proximité, ça nécessite d'avoir un agriculteur pas très loin de chez soi, donc il faut être à l'aise à avoir un agriculteur qui soit quand même pas très loin, éventuellement quand même un peu d'outils de fabrication, transformation, ou des fermes périurbaines comme Alexia développe et le fait fort bien, avec des modèles complémentaires aux agricultures rurales et de grande production qui resteront indispensables, et que ces complémentarités, ces proximités, ça doit nourrir le faire ensemble et le vivre ensemble. C'est pour ça que je dis toujours que l'une des choses que l'on doit regarder par rapport à cette demande de consommateurs aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas non plus une demande à relocaliser uniquement l'assiette. On veut relocaliser des productions quand ça a du sens et quand c'est possible, mais le consommateur, je rappelle que le consommateur français, comme 7 milliards de personnes dans le monde, fait de l'alimentation le bastion de sa liberté. On est 8 milliards, il y a 1 milliard qui ne mange pas, il y a 7 milliards qui mangent et qui, à travers cet acte vital, fait aussi une expression citoyenne. Et dans cette expression citoyenne, on exprime des valeurs, des pouvoirs d'achat, des convictions, des curiosités. Il y a plus d'expression dans l'alimentation que dans un bulletin de vote, puisque la démocratie n'est pas universelle. Donc l'alimentation, c'est le bastion de la liberté. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, ça fait 2 ans qu'on enlève le masque pour manger. J'y vois toujours un symbole de lien social et de vivre ensemble. Merci Sébastien. Je vais me tourner. Ah oui, Nathalie, tu veux ouais, dire quelque chose? Alors, oui. Alors, déjà, je vous ai pas eu le temps de vous dire bonjour. On a démarré avec cette intervention de Sébastien que je vous invite d'ailleurs à réécouter. Il y a eu tellement, c'était hyper riche, donc je pense qu'il va falloir décrypter. Moi, j'ai retenu 3 choses qui avant, tu m'as demandé d'intervenir à la fin pour finalement d'apporter mon regard santé, et je trouve que Sébastien m'a donné déjà la piste en fait, l'alimentation, ça permet la paix, ça permettrait de réparer la planète et ça nous apporte la santé. Et plusieurs fois, Sébastien, tu as parlé de bien manger. J'inviterais justement à réfléchir, qu'est-ce que c'est le bien manger? Tu as dit il y a 1 milliard de personnes qui n'ont pas à leur faim et qui, je pense que la crise du Covid a augmenté cette part. Il y en a 7 milliards qui, a priori, se partagent le reste, et il y en a probablement autour de 2 milliards justement qui ont trop.
Voilà, ça ouvre un petit peu le début de ma conclusion. Je pense qu'on a plus un problème de quantité aujourd'hui, effectivement, comme tu le dis, de qualité, puisqu'on n'a jamais aussi bien mangé. Et par contre, on aura peut-être effectivement ce souci de variété. Et je rebondis sur ton ensemble, c'est-à-dire que n'opposons pas et associons. Voilà. Je continue mon petit décryptage au fur et à mesure et je laisse la parole. Je crois que c'est Hermine, là. Hermine, oui, avant qu'elle nous présente le CNRA, ou j'aurais voulu que Hermine et Alexia rebondissent peut-être sur les propos de Sébastien. Vous voulez d'abord, Hermine, qu'on présente le CNRA avant de rebondir? Comment voulez-vous faire? Comme vous voulez, non, je peux réagir, comme ça c'est à chaud. Allez, hop, on réagit à chaud. Allez. J'avais effectivement, suite à ce que vient de dire Sébastien, très riche, merci, et Nathalie, je voulais réagir sur le fait que je suis complètement d'accord sur ces aspects santé. Pour moi, l'aliment, c'est notre meilleur médicament, c'est notre premier médicament, évidemment. Mais vous l'avez très bien dit, on n'a jamais aussi bien mangé qu'aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que parmi les 5 plus grosses maladies enregistrées par la Sécurité sociale et qui creusent le trou quotidiennement, il y en a autant qui sont liées à l'alimentation? Et pour ça, il y a vraiment un énorme enjeu d'éducation. On a un petit peu délaissé l'éducation à l'aliment aujourd'hui. Ça revient en force de façon très importante. Et si on en parle beaucoup au niveau des enfants, effectivement, la semaine du goût, il y a plein d'initiatives qui sont faites. Il y a quand même des trous dans la raquette. Et j'illustre ça très bien, très rapidement plutôt. Hier soir, j'étais au lancement de ClimaSub Business, qui est l'association de Audencia avec le Shift Project, pour pouvoir justement accompagner nos futurs managers vers l'intégration d'une économie plus décarbonée. Je fais le lien avec ce bien manger parce que, et c'est bien ça l'objectif du CNRA, donc comme ça, Sandrine, je peux enchaîner, sauf si tu veux. Et du coup, je peux mettre la petite présentation que tu m'avais proposée, si ça Oui, peut... d'accord. Très bien, très bien, très bien. Mais juste pour faire le lien, et l'idée, c'est effectivement de ne pas avoir une vision en silo, chacun dans sa bulle. Il y a d'un côté l'éducation des enfants, d'un côté, je ne sais pas, les transformateurs, les producteurs. Mais ce qui est vraiment fondamental, c'est d'avoir une vision systémique qui permettent justement cette résilience alimentaire. Alors, c'est quoi la résilience alimentaire? Merci Sandrine pour ta présentation. Donc, la résilience alimentaire, vous avez à l'écran la petite définition très théorique, très officielle. Donc, la capacité d'un système alimentaire à nourrir de façon suffisante, adaptée, accessible et en tout temps. Donc, les 3 mots ont leur importance. Suffisante, Nathalie, tu l'as très bien dit aujourd'hui, pour une part de la population, il n'y a pas cette insuffisance et pour une autre, il y en a trop. Donc, il faut s'adapter. Adapter, c'est aussi important puisque demain, on ne va pas arrêter de consommer tout le café qu'on boit en France et ce serait illogique que la France se mette à produire tout le café qu'elle consomme. Et accessible à tous, bien sûr, il y a cette notion on n'est pas, comment dire, c'est pas le bio-bobo, passez-moi cette expression qui est un peu nulle, mais la qualité doit être vraiment au service de tous. Et pour reprendre ce que disait une élue de Normandie il n'y a pas très longtemps, on parle beaucoup d'une alimentation saine et durable. Est-ce que ça sous-entend qu'en France, l'alimentation n'est pas saine et n'est pas durable? Ce n'est pas le cas. Sébastien, tu l'as très bien dit, l'alimentation en France est de très bonne qualité, mais encore une fois, il y a cette notion d'éducation, il y a cette notion de production et de qualité tout au long de la chaîne de valeur. Du coup, le CNRA, Conseil national pour la résilience alimentaire, Sandrine, tu peux passer, s'il te plaît. C'est une association qui a été créée il y a tout juste 1 an par des entrepreneurs qui, au lendemain du premier confinement, se sont réunis sur 2 constats. D'une part, beaucoup de citoyens veulent cette fameuse alimentation saine et durable. Les politiques nous en parlent, les institutions veulent agir dans ce sens. Mais le constat, c'est quand même que les volumes sont encore très faibles.
Le dernier chiffre que j'ai vu sortir, on est à 2,2% de produits locaux dans la grande distribution. C'est très faible. Il y a plein d'autres chiffres en fonction de ce qu'on appelle local, etc. Mais en tout cas, ça reste très marginal. Et le deuxième constat, et les membres fondateurs du CNRA, dont Néopharm fait partie, c'est qu'il y a énormément de solutions, d'initiatives, d'innovations qui existent dans les territoires, qui, chacune à sa façon, chacune à sa place dans la chaîne de valeur, participent à répondre à cet enjeu de la résilience alimentaire. Et ces acteurs, encore une fois, ont besoin de se fédérer pour ne pas rester dans leur bulle, dans leur silo. Sandrine, tu peux avancer. Donc concrètement, c'est quoi l'objectif du CNRA? Ça va être, on est dans la cuisine, de donner la recette et les ingrédients de la résilience alimentaire. Parce que le constat, c'est que ça fait, je ne sais pas, 400, 500 entretiens que j'ai pu avoir depuis un an. Le constat qui est vraiment partagé par tous, c'est que de plus en plus, les gens veulent agir, mais ne savent pas très bien par quel bout prendre les choses, par quel bout commencer, comment faire, ou alors ils agissent et l'action est la preuve avec toutes les initiatives qui existent. Ils font très bien, mais il manque de se structurer ensemble. Donc, on a vraiment posé 3 piliers fondamentaux pour pouvoir construire le CNRA. Le premier, l'idée, c'est vraiment de mutualiser les moyens pour que, en partageant les retours d'expérience de chacun, on puisse permettre le passage à l'échelle de toutes ces initiatives locales. Parce qu'on constate vraiment beaucoup, et notamment les collectivités avec qui j'échange pas mal, le partage avec moi, très souvent, on réinvente la roue. Donc, comment est-ce qu'on fait pour communiquer suffisamment, partager ça suppose, c'est vrai, une sorte de générosité, mais quand je pars du CNRA et de cette mission, de cet enjeu d'intérêt général qui cible vraiment le bien commun, la générosité, elle est là. Les acteurs veulent agir, pas garder pour eux leurs petites découvertes, leurs petites innovations, mais vraiment être dans le partage. Le deuxième pilier, c'est de fédérer ces acteurs. Donc, au-delà de cet échange de retour d'expérience, de mise en commun, etc., l'idée, c'est de faire en sorte que, se connaissant, ils puissent travailler entre eux pour, encore une fois, ne pas réinventer la roue, mais même au sein de leur structure. C'est-à-dire que je suis un producteur de n'importe quoi, de fruits et légumes, pourquoi pas, et je commence à avoir des demandes pour distribuer autour de moi. Si je commence à développer mes propres outils logistiques, je vais avoir un gap de compétences, parce que chacun son métier, je ne sais pas forcément faire. Et il existe des solutions. Je vous donne un exemple très concret. Entre Nantes et Angers, une collectivité qui est en train de lancer un marché local, un nouveau marché sur le marché du samedi matin. Et tous les producteurs partagent le même constat que on n'arrive pas à acheminer notre production le samedi matin en temps et en heure, etc. Et ils veulent développer un nouvel outil. Mais il y a des startups, il y a des PME qui existent et qui, leur métier, c'est la logistique. Il faut leur confier. Et in fine, le troisième pilier, c'est vraiment pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pour structurer des filières qui soient opérationnelles de bout en bout, sans trou dans la raquette. Donc, je parlais de logistique, ça fait partie de l'un des enjeux de la chaîne de valeur, mais il y a aussi, Sébastien, tu le disais, les enjeux de transformation. Aujourd'hui, sur les territoires, on n'a pas beaucoup d'outils de transformation de taille intermédiaire. Il y a soit les tout petits, soit les très gros. Voilà un petit peu pour nos piliers. Et alors, ce qui nous anime aussi, c'est pour ça que je l'ai écrit rapidement, nos valeurs. On veut être dans le et dans l'action. Dans le et par opposition au ou. Il n'y a pas de guerre de chapelle au sein du CNRA. On n'est pas pro-bio, anti-conventionnel. On n'est pas pro-low-tech et anti-high-tech, pro-machin, anti-bidule. L'idée, c'est vraiment de travailler ensemble et d'être dans l'action. Le CNRA n'est pas un think tank. Il a vraiment pour vocation de mettre en lumière toutes ces solutions qui existent pour pouvoir passer à l'action. Là, vous avez, alors je me demande même s'il en manque pas quelques-uns. Aujourd'hui, on a un peu plus de 60-70 adhérents qui sont répartis en collèges.
avec une gouvernance tournante. Et on a notre prochain conseil d'administration qui va être en création le 10 décembre prochain. Voilà. Vous devez Merci. reconnaître certaines de ces solutions. Merci beaucoup, Hermine. Avant de revenir à Sébastien, où il y a déjà beaucoup de questions dans le chat sur la souveraineté alimentaire, est-ce qu'en France c'est possible et tout ça, je voulais quand même faire rebondir Alexia, qu'elle nous présente un peu Néopharm, et ensuite on reviendra à comment on peut tous concourir à cette souveraineté alimentaire française. Et déjà, est-ce qu'on peut dire ce mot souveraineté alimentaire française? Alexia, bonjour, je me tourne vers toi et j'aurais Juste, aimé que... Sandrine, Ouais, dis-moi. justement dans le chat, hein, parce que là c'est très très riche justement. Donc moi j'ai noté suite à la présentation de Hermine, qui d'ailleurs corrobore un peu ce que disait Sébastien. Sébastien. Il y a cette histoire de santé, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut se curir de santé? Ce qui est quelqu'un qui dit dans le chat, finalement, en fait, on mange plutôt bien en France et on ne le sait pas, effectivement, puisqu'on dit il y a 30% d'obésité et de surpoids, donc il y a 70% qui se portent bien, et c'est quand même un marqueur, justement, le surpoids et l'obésité, de nos dérives du trop par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, qui est quand même la plus grosse problématique, on va dire. Il y a aussi, a été noté cette histoire d'ultra-transformation, et de dire qu'on trouve en grande surface des produits ultra transformés. Bah oui, évidemment, parce que c'est le lieu dans lequel on va effectivement trouver la panoplie de produits. Mais après, ce sera une question de fréquence, de portion, d'où ce que disait Sébastien, c'est-à-dire de la variété et d'avoir une multitude de produits qui proviennent de différentes sources nous amène à cette notion d'alimentation saine et durable. Donc voilà, je ferme la parenthèse, je continue à nourrir, entre guillemets, ma conclusion. De toute façon, À il y a toi, des Alexia. questions sur lesquelles il faut absolument qu'on revienne, hein, parce que je pense qu'il y a peut-être des choses auxquelles Sébastien nous contredira peut-être ou pas. Est-ce qu'on peut parler de souveraineté alimentaire en France? Enfin voilà, j'aimerais qu'on revienne aussi sur ce sujet, parce que c'est quelque chose dont on entend tellement parler que, en fin de compte, est-ce que c'est un fantôme ou ça existe? Mais je vais d'abord passer la parole à Alexia. Je vais la laisser rebondir sur tout ce qui a été dit jusqu'à présent et sur lequel elle a sûrement des choses à dire. Et puis après, nous parler de Néopharm, parce que là, c'est quelque chose de concret. Voilà, on peut le voir, on peut le toucher, on peut aller la visiter si on a même envie, sauf les jours de pluie, hein, je vous garantis. Voilà, donc Alexia, je te passe la parole pour nous laisser parler de Néopharm et surtout comment toi tu concours avec Néopharm à la résilience des territoires. Et je crois qu'on a une petite présentation dans mon souvenir, ou une petite vidéo. Dis-moi quand est-ce que tu veux que je la passe. On peut la passer maintenant. Allez, et ben voilà, on a la petite vidéo. Tu veux peut-être la commenter? Oui, voilà, je ne sais pas, c'est pour voir à quoi ressemble notre ferme, notre première ferme, mais je peux tout à fait parler en même temps. Donc, je suis la cofondatrice et directrice générale de Néopharm. On existe depuis 2018 et ce que vous voyez là sur les images, donc c'est notre première ferme, notre ferme pilote installée cette année. Et on commence à partir de l'année prochaine à en installer d'autres et je vais vous expliquer tout ça dans le détail. Donc, vous pouvez voir sur la vidéo que une ferme Néopharm, c'est une ferme sur petite surface avec beaucoup de diversité des productions, des légumes variés, des surfaces sous serre, comme vous le voyez là, des surfaces aussi en plein champ, comme on a vu au début de la vidéo. Et on ne le voit pas très bien sur cette vidéo, c'est un petit peu fait exprès, toute la partie technologique aussi que l'on développe. Mais je vais présenter ça dans le détail. Donc, Néopharm, nous, notre activité, c'est de concevoir et d'opérer pour des partenaires des fermes maraîchères, production de légumes, fermes maraîchères technologiques qui sont installées sur de petites surfaces à proximité des villes et qui permettent de produire des légumes bio et locaux. Et la mission qu'on se donne, c'est de faire émerger un modèle de production agricole à la fois écologique, efficace et juste. Et ces trois termes sont très importants pour nous. Et justement, Sandrine, pour rebondir sur les interventions des personnes qui ont parlé avant moi, de Sébastien et d'Hermine, c'est vrai qu'il y a des enjeux aujourd'hui très forts, très importants dans l'agriculture. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on assiste actuellement à la troisième révolution agricole.
avec de précédents enjeux et révolutions agricoles, il a fallu nourrir beaucoup. On est allé sur de la mécanisation, sur de la chimie dans l'agriculture, et aujourd'hui, on est dans une troisième révolution qui fait face à différents enjeux d'importance. C'est une agriculture de transition, et donc ces enjeux, je ne vais pas revenir dans le détail parce que vous en avez bien parlé, mais il y a un enjeu effectivement un enjeu environnemental très important avec l'agriculture qui est à la fois un secteur qui aggrave le réchauffement climatique, qui est responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre, mais qui en est aussi la victime en fait des changements de température, des températures extrêmes qui vont venir menacer les cultures par le froid, le chaud, le gel, les canicules, les fortes pluies. Donc tout ça est très problématique pour notre capacité à continuer à produire dans les années et décennies qui viennent. Ensuite, il y a un enjeu de souveraineté alimentaire, vous en parliez aussi, plus spécifiquement nous sur notre filière, donc le maraîchage, la production de légumes, il y a un vrai enjeu puisque la France importe une grande partie aujourd'hui de son alimentation. On s'inquiète d'ailleurs que prochainement on pourrait importer plus de production alimentaire que l'on en exporte. Et sur les légumes spécifiquement, sur les fruits et légumes, on importe plus de 50% des fruits et légumes de l'étranger. Donc, il y a un vrai enjeu à relocaliser ce qu'on mange et à réussir à produire, en fait, et Hermine le disait, il y a tout un enjeu sur la logistique, consommer localement, ce que l'on produit localement, au-delà de juste produire localement aussi. Donc, il y a cet enjeu-là qui est très fort. Et le dernier, peut-être qu'on en a un petit peu moins parlé jusqu'ici, mais il est vraiment fondamental, c'est l'attractivité de la filière. S'assurer que demain, on ait des agriculteurs, des agricultrices qui continuent à produire parce qu'on n'arrivera pas à répondre aux autres enjeux si on ne résout pas celui-là. Et en fait, on est vraiment en train là de perdre beaucoup d'agriculteurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur des conditions de travail qui sont très difficiles, des revenus pas très importants, voire médiocres, des semaines très longues, peu de week-ends, peu de vacances, une pénibilité très forte. Dans les faits, dans les 5 à 10 prochaines années, plus de la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite. La moyenne d'âge est assez élevée dans ce secteur. Donc, il y a un vrai enjeu à attirer des nouvelles générations, à faire en sorte qu'on ait demain des agriculteurs, des agricultrices dans ces métiers qui sont tellement nécessaires pour qu'on puisse continuer de se nourrir dans le monde, évidemment, mais ne serait-ce que déjà en France, il y a beaucoup à faire. Donc, face à tous ces enjeux, pour rebondir justement et replacer le contexte, ce qu'on essaie de faire, nous, chez Neopharm, pour relever tous ces défis, c'est d'associer au sein de nos fermes que vous avez vues sur la vidéo les bénéfices d'un côté de l'agroécologie et de l'autre ceux de la technologie. L'agroécologie, pour vous présenter un petit peu ce que c'est, donc c'est un modèle d'agriculture qui est respectueux de l'environnement, de la vie du sol, de la biodiversité, et qui s'appuie sur tous les services offerts par la nature. On appelle ça les services écosystémiques pour éviter d'apporter des entrants chimiques, pour éviter de travailler les sols trop profondément, trop fortement. Donc voilà, il y a beaucoup de pratiques agroécologiques qui permettent vraiment d'être très productifs sur de petites surfaces et d'être respectueux de la biodiversité, de l'environnement. Et c'est vraiment ce que permet ce modèle d'agriculture. L'inconvénient de ce modèle, c'est qu'il est très demandeur en temps, très exigeant, très pénible aussi. Et c'est là que la technologie entre en jeu, en fait. On développe plusieurs briques technologiques dans nos fermes pour justement permettre de réduire la pénibilité, de gagner du temps et de rendre ce modèle agroécologique plus attractif, plus efficace, et de pouvoir le déployer, le faire essaimer. Donc c'est ça le modèle de Neopharm, c'est vraiment l'association de ces deux piliers très importants, agroécologie et technologie. Et ces fermes, nous les installons et nous les gérons pour des partenaires qui sont des acteurs du territoire, comme des collectivités locales ou des agriculteurs notamment.
Donc vraiment, être à leur côté pour installer des fermes, les gérer. Et ça va dans le sens de ce que vous disiez, Sébastien. Il y a des agriculteurs céréaliers, éleveurs notamment, qui cherchent à diversifier leur activité, leurs revenus. Et donc, c'est dans ce type de modèle aussi qu'on s'inscrit avec eux. Les communes, elles ont pour objectif de renforcer aussi la souveraineté alimentaire sur leur plus petit territoire pour nourrir notamment la restauration collective, les cantines scolaires. Donc, il y a des enjeux assez variés et l'objectif de Néopharm, c'est d'être aux côtés des acteurs du territoire pour localement produire et distribuer et avoir un modèle qui puisse essaimer. Voilà dans les grandes lignes ce qu'on peut dire sur Néopharm. Je verrai si vous avez des questions là-dessus. Oui, je crois qu'il y a des questions dans le chat pour toi. Où est-ce que tu es Justement, placé Alexia, voilà. où est-ce que tu es placé? Donc ça, je pense Voilà. que tu peux répondre. Oui. Donc on est effectivement présent en Île-de-France, dans les Yvelines. Aujourd'hui, on produit et on distribue localement depuis 4 ans, le début de notre activité à une vingtaine de kilomètres de cette première ferme. On travaille avec un réseau de partenaires de distribution comme des magasins spécialisés bio, La Vie Claire, Biocoop, Naturalia, des plateformes aussi de vente en ligne comme La Ruche qui dit oui à l'ancienne. On va mettre en place aussi de la vente directe sur les fermes, évidemment. Et à partir de l'année prochaine, on est en train d'installer des fermes qui verront le jour l'année prochaine pour pouvoir continuer en fait d'essaimer et de produire et de distribuer plus largement sur le territoire. Merci Alexia. Je vais me tourner vers Sébastien. Alexia, oui. Excuse-moi. Alexia, si je comprends, juste Sandrine, Alexia, si je comprends, je connais moins ce secteur-là. Pour installer Néopharm, c'est à la fois des collectivités, des agriculteurs qui souhaiteraient se reconvertir, c'est ça, ton modèle économique? C'est ça. Alors, notre titre de webinaire, c'était alternative. Oui. Donc, c'est ça, tout à fait. C'est un modèle qui permet vraiment d'installer localement des fermes pour des parties prenantes qui n'ont pas forcément le souhait de gérer les fermes. Donc, ça peut être des agriculteurs en reconversion qui ont envie de s'impliquer. Ça peut être aussi des agriculteurs, par exemple des éleveurs, des céréaliers, de la grande culture légumière, qui ne veulent pas forcément, eux, avoir à gérer la ferme. Et c'est le métier de Néopharm, en fait, de gérer complètement l'activité sur les fermes. Alors, il y a Oscar, justement, que je salue dans le chat et à qui je confirme qu'effectivement, le replay sera à partir du moment où on est inscrit, on a automatiquement le replay, qui pose la question, en fait, du coût qui est assez élevé. Et c'est pour ça aussi que c'était ma question, c'est-à-dire que c'est forcément, pour ne pas s'endetter à vie, comme il le met, un espèce de programme collaboratif, justement, qui intègre peut-être des collectivités, qui montre encore l'importance de travailler ensemble et de pouvoir proposer finalement des alternatives qui soient cofinancées. Voilà, c'était aussi. Je remercie Oscar d'avoir. D'accord. Ok, je me tais. Sandrine, à toi. C'est assez varié en fait la typologie des projets, mais l'agriculteur peut investir au capital de la ferme qui est installée, tout comme il peut ne pas le faire et avoir une rémunération pour le foncier. C'est la même chose pour les collectivités. Il peut y avoir d'autres partenaires financiers. Néopharm aussi peut financer. Donc, c'est très souple, justement. Il y a une bonne partie des banques aussi, parce que les banques ont toujours financé l'agriculture et sur ces modèles-là innovants, elles sont très demandeuses, en fait, aussi de modèles qui sont pas non plus complètement révolutionnaires, qui partent de pratiques agricoles existantes, qui ont fait leurs preuves, mais qui intègrent de l'innovation, de la technologie. Donc voilà, il y a des partenaires financiers pour que tout le poids ne pèse pas sur les agriculteurs. L'intérêt pour eux étant de toucher des revenus supplémentaires et d'avoir un risque qui soit limité, tout à fait. Et donc le coût est pas négligeable en effet, mais c'est pas la technologie qui coûte le plus cher dans le modèle en fait. C'est vraiment le fait d'installer une ferme
entières sur des espaces où il pouvait n'y avoir rien avant. Donc il y a des infrastructures, notamment des serres, mais voilà, ce sont des serres agricoles comme on trouverait dans d'autres modèles. Elles n'ont rien d'ultra technologique. Ces serres, elles ne sont pas chauffées, on est en plein sol. Donc voilà, c'est de l'agriculture, vous le voyez sur les photos, sont des serres modernes. Et puis tout le reste, toutes les infrastructures, les équipements, les réseaux, les systèmes d'irrigation, etc. C'est ça qui coûte le plus cher, mais c'est nécessaire pour produire avec un outil de production moderne. Et peut-être qu'il y aura des économies d'échelle à terme. Sébastien, tu veux peut-être réagir, parce qu'on en avait parlé un petit peu avant. Ouais, j'aurais voulu qu'on reprenne un tout petit peu de hauteur et que du coup on revienne à cette histoire de souveraineté, Sébastien. Est-ce que il y a une question dans le chat à ce propos? Donc, est-ce que la souveraineté alimentaire, croyez-vous à la souveraineté alimentaire européenne ou même française totale? Sous quelles conditions et quelle balance avantages inconvénients? Et moi, j'aurais aimé ajouter dans cette question une deuxième partie. Quel est le rôle de l'innovation et des technologies dont font partie Néopharm pour atteindre cet objectif? Et après, je passerai la parole à Hermine sur ce sujet. Et donc, moi, je rajoute, parce qu'on n'a pas répondu à ça, enfin, on n'a pas. Quelles sont, pour vous trois, des initiatives vraiment à mettre en avant? Effectivement, là, c'est une des solutions, mais est-ce que vous aviez dans le top 3 des choses intéressantes à regarder? Qu'est-ce que vous nous conseillez, même pour nos futurs webinaires d'ailleurs, de zoomer sur des initiatives que vous trouvez intéressantes qui répondent aux deux premières questions, effectivement, de souveraineté, etc. À vous. Sébastien, peut-être? Oui, donc j'ai 3 heures, c'est ça, pour pouvoir disserter là-dessus. Moi, je vais rester sur les fruits et légumes. Je me suis beaucoup exprimé sur le sujet souveraineté alimentaire et ça fait 2 ans et publiquement et c'est disponible. J'ai expliqué les nuances géopolitiques et parfois idéologiques sur la notion de souveraineté. En géopolitique, la souveraineté a un sens. Certains instrumentalisent la notion de souveraineté à des fins idéologiques et nationalistes qui ne sont pas du tout ma tasse de thé. Mon obsession depuis 2 ans, c'est sur le sujet agricole et alimentaire, comme en général pour le vivre ensemble, c'est comment on reste ouvert dans un monde qui se ferme. Un monde qui se ferme et qui se replie sur soi, et pour le tout local préconisé, c'est sans doute plus d'instabilité, plus d'opposition demain. Et je ne crois pas du tout, pour être très clair, je ne crois pas du tout que le modèle demain à favoriser, c'est de produire de tout partout. Je crois qu'il faut produire ensemble pour tous. C'est pas pareil. Il faut jouer les complémentarités, il faut jouer les cohérences, il faut jouer de la constance de production sur certains territoires, relocaliser ce qui est relocalisable. Mais vous n'allez pas demain demander à chaque territoire français de manger uniquement les produits de son territoire. Faute de quoi, votre diversité, qualité et sécurité alimentaire va être radicalement différente. Alors, ce qui est intéressant avec la filière fruits et légumes, c'est qu'elle illustre assez bien les paradoxes dans lesquels on se trouve. Moi, j'ai pas de solution et je suis pas professionnel, donc je fais juste d'observer des choses et je m'interroge. Fruits et légumes, on est massivement dans le produit concerné par de la proximité et par des capacités de relocalisation. D'ailleurs, vous voyez que dans tous les programmes alimentaires territoriaux, en fait, concrètement, de quoi on parle? On parle de fruits et légumes. Et en gros, quand on parle de relocaliser et manger des produits de proximité, de quoi on parle? On parle de fruits et légumes. C'est-à-dire que là, déjà, il y a une grande responsabilité des pouvoirs publics et des acteurs de ce secteur agricole et agroalimentaire de dire que le sujet de la relocalisation et des proximités alimentaires, c'est avant tout, surtout et essentiellement des fruits et légumes. Et on ne mange pas des fruits et légumes uniquement, vous et moi. Premier sujet de distinction important. Dans ces fruits et légumes, il y a des fruits et légumes qui ne viennent pas d'ici, parce qu'on est très content d'en avoir tout au long de l'année. Ça renvoie à la question de la responsabilité du consommateur, d'un côté, mais aussi à sa curiosité et son souhait de manger certains produits
y compris parce qu'il a eu des injonctions sanitaires ou le désir de partager sur Instagram de jolies photos. Pourquoi on consomme beaucoup d'avocats alors que c'est le pire produit du monde en termes de bilan écologique et géopolitique? Parce que je vous rappelle que quand vous consommez de l'avocat dans un restaurant bon chic, bon genre, et que vous postez une photo sur Instagram parce que ça fait un beau jaune qui pétille, vous nourrissez des cartels mexicains. Eh bien, parce que le consommateur n'a pas cette connaissance de l'arrière-plan géopolitique ou parfois écologique de certains produits, mais l'avocat, sur le plan sanitaire et nutritionnel, c'est un produit qui a plein de valeurs. Donc, on voit bien qu'on a des paradoxes. Et je vais prendre un fruit important en France. J'aurais pu vous parler de la banane, qui est quand même le fruit le plus consommé en France, et que grâce à nos Antilles et nos territoires ultramarins, et on n'est pas forcément là dans du circuit très court, nous avons en souveraineté, parce que si vous enlevez la banane des Antilles, vous n'êtes plus du tout en souveraineté sur la banane, votre premier fruit consommé en France. Mais prenons la pomme. Pourquoi on a perdu des volumes de pommes ces dernières années en France? Parce que les coûts de production ont explosé. Parce que les compétitions internes en Europe, avec la Pologne par exemple, ou internationales avec la Turquie ou d'autres, se sont intensifiées avec des coûts de production très différents. Et nous avons fait le choix aussi de convertir un certain nombre d'acteurs de la filière pomme sur des modèles bio dont les rendements et les coûts sont eux-mêmes plus importants. Et donc, nous avons aujourd'hui de plus en plus de pommes que nous importons parce qu'une grande partie des Français calculent à l'euro près sa dépense alimentaire mensuelle. Et donc, nous n'avons pas tous les Français capables de payer plus cher une pomme à côté de chez lui de proximité. Et en plus, si on leur racontait actuellement que la pomme bio consommée en France de proximité a eu plus d'une dizaine de passages phytosanitaires ces derniers mois parce que les accidents climatiques ont été importants et que sans passage phytosanitaire, il n'y aurait pas de pommes bio françaises actuellement sur les marchés, je pense qu'il y a une partie des consommateurs qui s'étranglerait parce qu'on leur a dit que bio est égal 100% naturel. Eh bien, le 100% naturel, c'est dangereux pour la santé. Et donc, c'est là où il faut rééquilibrer un certain nombre de discours. On peut relancer des filières pommes, on doit relancer de l'agriculture de proximité à chaque fois où elle est possible, mais on doit regarder toutes les incohérences. Et les incohérences, elles peuvent être parfois des impasses climatiques et pédoclimatiques, des impasses technologiques ou des impasses économiques. Et Alexia a bien montré qu'on pouvait mettre en place des choses, mais que tout ça nécessitait des investissements, un jeu d'acteurs, des volontés politiques de la part de collectivités d'investir. Et puis, moi, j'en reviens sur ce que disait Hermine sur les questions de résilience. La question de la résilience, c'est avant tout une affaire humaine. On dit qu'aujourd'hui, on a besoin de relancer de l'attractivité de ces secteurs. Mais enfin, on est quand même dans un secteur à qui on demande d'être toujours meilleur et qu'on ne rémunère toujours pas plus. Et donc, je reviens sur la question très brutale. Si demain, on veut être logique, il faut payer beaucoup plus cher sa nourriture. Je ne sais pas comment donner plus d'argent aux Français dans les prochains mois et prochaines années. Et je ne vois pas une tendance haussière au pouvoir d'achat, surtout par les temps qui courent. Mais il faudrait payer plus cher sa nourriture. Et pardon, mais si on veut qu'il y ait des gens qui travaillent dans le secteur agricole et qu'il y ait de l'attractivité, il y a intérêt à pouvoir gagner de l'argent et gagner sa vie et être fier de ce métier et en même temps d'en vivre. Moi, j'aime bien l'expression actuellement qu'on utilise pour dire qu'il faut arrêter de parler d'agriculteurs, ce sont des entrepreneurs du vivant. J'ai dit au pouvoir public et au ministre, à condition de vivre de son entreprise. Et donc, ces nouveaux modèles qu'on voit émerger avec des agriculteurs qui diversifient encore plus leurs revenus, qui sont énergiculteurs, qui vont peut-être demain faire des fermes avec des modèles que propose Néopharm, etc. Ce sont des complémentarités de revenus et ce sont un moyen de contribuer à un rayonnement économique sur un territoire. Mais de garde, arrêtons le discours du tout local et du chacun pour soi. On vient d'avoir la démonstration avec Alexia et Hermine que précisément la souveraineté alimentaire, c'est le faire ensemble et le faire collectif. Et pour répondre à la première question, je rappelle que tout ça s'appelle tout bêtement depuis 70 ans l'Union européenne qui a construit la plus belle des souverainetés alimentaires de l'histoire. Merci Sébastien. Hermine, je me tourne vers toi. Je pense que tu veux réagir à ce petit groupe de questions concernant la souveraineté alimentaire. Comment vous pouvez avec le CNRA y concourir en termes avec les projets très techno et quels seraient éventuellement les projets qui seraient à suivre sur ce sujet-là?
Merci. Alors, Sandrine, je me permets de réagir. Vous m'entendez ou pas? Ouais, Armine, je suis désolée, je me permets de réagir juste un petit peu avant. Donc, en fait, Sébastien, toi, dans le combat qu'on pourrait mener pour le bien manger, ce serait finalement répartir mieux nos revenus en donnant une plus grande importance à notre alimentation. Et Armine, c'est Armine, je crois que tu l'as dit au début, en fait, notre alimentation, c'est notre premier médicament. Et donc, c'est revaloriser la place de notre alimentation dans notre budget en y consacrant plus de budget que certains autres éléments et donc en pouvant mieux rémunérer toute la chaîne. Voilà. Je ferme la petite parenthèse, mais je pense qu'il y a vraiment une question d'allocation de nos revenus dans l'alimentation. On ne pourra pas manger mieux si on n'y consacre pas plus de budget. Et juste, Nathalie, pour prendre l'exemple de la pomme française et la pomme polonaise aujourd'hui, qui d'un point de vue organoleptique et qualité et visuel pour le consommateur est exactement la même, il y a un différentiel de 1 à 4 sur le prix. Donc en fait, la question, c'est si tu vas au supermarché et que tu veux manger une pomme et que tu vas absolument manger local et manger français parce que tu es convaincu que ça coûte 4 fois plus cher. Est-ce que tu le fais ou tu le fais pas? Et surtout, est-ce que tu as les moyens? Et qui a les moyens? Et ceux qui ne l'ont pas, peut-être qu'on ne leur explique pas qu'ils sont à la fois écologiquement irrespectueux et non patriotes. Moi, c'est ça qui me gêne. C'est l'opposition des consommateurs, mais il faut trouver des moyens et l'éducation est un vrai sujet. La question du pouvoir d'achat est un vrai sujet, mais il faut aussi rester dans un vivre ensemble collectif. Précisément, si demain, il faut combiner des pommes polonaises et des pommes françaises pour se vivre ensemble, je ne suis pas sûr que ce soit forcément à rejeter comme scénario. Surtout si nous exportons nous-mêmes des pommes françaises vers des marchés polonais. Dans le chat, il y a une remarque de réaction par rapport à ce que tu as dit. Le 100% naturel est mauvais pour la santé. Ce que voulait dire Sébastien, je suppose, quand il a dit ça tout à l'heure, c'est que les aléas climatiques font que si on laisse quelque chose finalement évoluer naturellement, on n'aura pas finalement, parce les aléas climatiques font qu'on est obligé d'apporter un certain nombre de traitements. Je parle sous le contrôle d'Alexia, qui est ingénieur agronome, et ce que je ne suis pas, mais en tout cas, j'ai déjà mangé 100% bio, 100% naturel dans certains pays dans le monde, j'ai été bien malade. Et l'autre chose, c'est qu'on a des risques inhérents sur les produits de la nature, qui n'est pas forcément bonne pour l'homme, hein. Il faut arrêter avec ces images d'Épinal. Donc, les produits transformés, parfois, peuvent être meilleurs que certains produits naturels. Donc, il ne faut pas tomber dans des caricatures, ce que je veux dire par là. Donc, évidemment, la santé n'est pas corrélée à la nature. C'est vraiment important de garder ça en tête. Je suis complètement d'accord et merci beaucoup de le rappeler, Sébastien. On en reparlera, ce sera peut-être d'ailleurs un de nos sujets. On en avait parlé à un des précédents webinaires. La naturalité n'est pas synonyme de l'idéal ni de la santé. Alors, je reviens Hermine, je te laisse la parole. Il nous reste 7 minutes. Hein. Ouais. Très bien. Ça va être rapide du coup. Alors, clairement, je ne vais pas parler de souveraineté alimentaire parce que d'abord, d'un commun accord au sein du CNRA, on a décidé de ne pas aborder ce terme. Sébastien en parle très, très bien. Tout ce que je pourrais dire n'arriverait pas à la cheville. Donc, je suis, en termes de souveraineté alimentaire, confère Sébastien. Par contre, ce que je tiens à dire, c'est que vous l'avez bien vu, on pourrait en parler effectivement des heures et des heures. Le sujet est éminemment complexe parce qu'il est systémique et qu'il impose d'inclure tout le monde dans l'aventure. Le citoyen, Sébastien en a très bien parlé. On n'a pas parlé de l'industrie agroalimentaire, de la grande distribution. On a parlé des producteurs avec Alexia. On a abordé les enjeux de logistique. Enfin, on doit mettre tout le monde dans l'aventure. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Nous, très concrètement, on a commencé à travailler sur un découpage. Alors, j'aime pas le terme découpage parce que j'ai l'impression de remettre des silos là où je veux les casser, mais néanmoins, c'est pour faciliter l'approche. On a posé 7 enjeux pour pouvoir adresser ce sujet de la résilience alimentaire dans l'objectif que je vous ai annoncé au début, d'en donner la recette et les ingrédients. Donc, je vous liste ces 7 enjeux rapidement. Le premier, Alexia l'a très bien expliqué, c'est l'enjeu de la transmission. On sait, 3 agriculteurs qui partent, un seul arrive. Le deuxième, c'est la transition des modèles.
pareil, Alexia en a très bien parlé, des modèles agroécologiques, je ne reviens pas dessus. Toujours au niveau de la ferme et du territoire, l'enjeu aussi de la diversification. On a encore certains départements qui sont quasiment monoculture. Donc, je ne reviens pas sur le sujet de la souveraineté alimentaire, mais ça en fait partie. Quatrième et cinquième, je l'ai abordé rapidement, ce sont les enjeux de distribution et de transformation. Aujourd'hui, on n'a quasiment pas d'outils de distribution et de transformation de taille intermédiaire. Pour caricaturer, entre la MAP et la grande distribution, il n'y a pas grand-chose. Entre l'atelier de fromage fermier et l'industrie agroalimentaire, il n'y a pas grand-chose. Donc, on a un enjeu à avoir ces outils à l'échelle d'un bassin de consommation. Cinquième enjeu, un petit peu autour de l'économie circulaire. Donc, ça traite beaucoup de gaspillage, mais si on gaspille moins, on a moins besoin de produire, on est plus résilient. Ça traite aussi de l'aide alimentaire qui est liée au gaspillage, mais de moins en moins. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais comment est-ce qu'on traite ces sujets-là? Et le dernier enjeu très transversal qui traite des ressources. Donc, bien sûr, les ressources énergétiques, fossiles et durables, mais aussi les ressources de la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité du sol. Tout ça, ça fait vraiment partie des ressources dont l'agriculture a besoin. On a en ce moment du maïs qui pourrit sur pied dans l'est de la France parce que le gaz... il y a du gaz, mais il est trop cher. On ne peut pas le sécher, donc voilà, ça pourrit sur pied. Ça fait vraiment partie des enjeux de l'agriculture de demain. Et pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça? Parce que, Sandrine, tu me posais la question, dans la feuille de route et les projets du CNRA pour 2022-2023, on en a posé deux grands. Le premier, je vous le disais, c'est la recette. Comment est-ce qu'on fait? On est en train de mettre sur pied une norme, une pré-norme, comme ils appellent ça une spec, avec l'AFNOR, pour pouvoir donner aux collectivités territoriales, aux territoires, un corpus de bonnes pratiques à mettre en place en matière de résilience alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, Sébastien en a parlé des PAT, les projets alimentaires territoriaux. Beaucoup de collectivités se lancent dedans, mais force est de constater que, sans jeu de mots basique, les PAT patinent. C'est un peu compliqué quand même. Et donc, pour pouvoir lancer ces travaux avec l'AFNOR, on organise dans le cadre du Salon de l'agriculture un cycle d'ateliers avec une conférence de synthèse le 28 février pour pouvoir justement travailler sur ces 7 axes et donner matière à créer cette norme de façon la plus efficace et utilisable possible. On ne va pas faire un rapport de 100 pages. Hein. L'idée, c'est d'avoir un petit fascicule qui soit immédiatement opérationnel. Et le deuxième grand projet, vous connaissez certainement make.org, cette plateforme de consultation citoyenne. Dans leur dernière grande cause des territoires, ils ont eu en numéro 1, avec plus de, je crois, 250 000 propositions citoyennes, le souhait de remettre en place les circuits de proximité, de structurer. Par remettre en place, ça voudrait dire qu'il n'y en a pas, mais en tout cas de mieux les structurer pour que les volumes soient un peu plus au rendez-vous. Donc, on est en train de lancer une plateforme territoriale avec la particularité par rapport à ce qui existe déjà, et Sébastien, tu ne me contrediras pas, c'est de renverser un peu la table pour mettre le citoyen au cœur de l'initiative, c'est-à-dire l'impliquer sur la solution qu'il veut pour son territoire, dans laquelle il veut investir, en partenariat avec les collectivités, les institutionnels, dont c'est le rôle aussi de créer les conditions pour qu'une solution comme Néopharm, typiquement, puisse voir le jour. Donc, Nathalie, ça répond un peu à la question que tu posais à Alexia de à qui c'est destiné. Oui, 1 million d'euros, c'est beaucoup, évidemment, mais l'objectif, c'est que les acteurs puissent se positionner pour créer ces conditions de faire émerger des projets qui participent à la résilience alimentaire. Et après, étant donné la solidité business qu'ils ont, ils sont en capacité de produire, de fournir la solution qu'ils vont proposer.
Merci Hermine. Je vais me tourner avant qu'on conclue ce webinaire. J'aurais aimé avoir des petites précisions concernant une néopharm. Une néopharm, c'est quoi la volumétrie? De quoi on parle concrètement? Parce qu'il y avait pas mal de questions dans le chat en termes de coûts. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'est-ce que ça peut proposer en termes de production. On t'entend pas, Alexia? Le son. Pardon. Et oui, je voulais aussi préciser, je ne suis pas ingénieure agronome. Agricultrice, oui, mais ingénieure, non. Il y en a plein dans l'équipe, mais moi, non. Donc, effectivement, une néopharm, pour donner quelques ordres de grandeur, vous l'avez vu sur la vidéo, on est sur des surfaces assez petites, une ferme à taille humaine entre 1 et 6 hectares. Donc, ça dépend vraiment des parcelles disponibles pour les collectivités, les agriculteurs. Et ensuite, c'est pareil, les volumes produits dépendent des surfaces. Donc, on est entre 50 et 150 tonnes de légumes. Sur une ferme de 1 hectare, on peut nourrir jusqu'à 1200 personnes. Au moins 1200 personnes quotidiennement, en fait, sur toute une année. Donc, voilà, c'est vraiment, ce sont des modèles locaux installés de production locale. Et pour rebondir sur peut-être un peu en conclusion, moi, de ce que j'aurais à dire sur ce que disaient Sébastien et Hermine et répondre à la question, c'est vrai qu'effectivement, il y a plusieurs enjeux dans le local. Il y a le produire localement pour essayer de faire en sorte que chacun puisse, à proximité de son lieu de vie, trouver toute l'alimentation à laquelle il souhaiterait pouvoir accéder localement. Donc, il y a des produits qui se trouvent, qui peuvent se cultiver, et en maraîchage notamment, c'est peut-être moins le cas de certains autres produits céréaliers par exemple, mais en tout cas en maraîchage, à l'exception de produits exotiques, et on n'est pas du tout en train de dire qu'il faut les bannir, mais c'est important quand même aujourd'hui de regarder l'impact carbone et l'impact social aussi, parce que voilà, il y a des conditions de culture qui sont dégradantes dans certains pays, et c'est aussi ça qu'on souhaite éviter, mais c'est aux consommateurs aussi de faire ces choix-là. En tout cas, en maraîchage, on peut cultiver aujourd'hui, on a un climat quand même assez tempéré, varié en France, et une diversité de variétés de légumes qui permettent de cultiver beaucoup de produits sur beaucoup de territoires. Donc voilà, c'est la chance aussi du maraîchage. Mais il y a l'ultra local, et il y a aussi le fait de réfléchir à la souveraineté alimentaire, désolée pour le terme, Hermine, mais du pays dans son ensemble. Et c'est vrai que rien que ça, il y a déjà des enjeux à l'échelle de la France, retrouver de la souveraineté sur des productions légumes, céréaliers, mais d'autres filières aussi. Et ça passe par toute la chaîne de valeur. Donc, moi, je parlais beaucoup de l'agriculteur, agricultrice, des producteurs. On a parlé aussi beaucoup du consommateur, et Hermine l'a mentionné, il y a beaucoup d'acteurs sur toute la chaîne de valeur, que ce soit les producteurs, donc comme Néopharm, mais il y a d'autres solutions sans forcément la partie technologique, comme une solution qui s'appelle Eloi, pour installer des groupements d'agriculteurs sur des projets de reprise de ferme, pour que ça n'aille pas forcément à l'agrandissement d'autres parcelles déjà grandes, et rester sur du diversifié. Des solutions de transformation, comment apporter aux agriculteurs la possibilité de transformer, par exemple, en fabriquant des yaourts sur une ferme laitière avec une solution qui s'appelle J'achète fermier. Toute la logistique aussi est très importante. Comment on s'attaque à la question de la logistique, la partie vente, la ruche qui dit oui, par exemple, nous avec qui on travaille le fait bien. Donc voilà, il y a vraiment, et derrière, tous les distributeurs, spécialisés ou pas, plus grande distribution sur ce côté-là aussi. Donc en fait, l'agriculture, c'est un secteur en France où, contrairement à d'autres secteurs qui sont peut-être plus digitaux, numériques, ou un peu plus en silo, c'est un secteur qui est très entrelacé sur tous les maillons de la chaîne, et où si les agriculteurs sont dans une mauvaise situation, derrière tous les autres acteurs de la chaîne, et au final le consommateur n'en sortira pas gagnant, et encore plus à une époque où il faut préserver la planète et préserver notre agriculture en France.
Merci. Avant de passer la parole à Nathalie, je vais demander à Hermine et Sébastien un petit mot de conclusion de ce qu'on a entendu. Il y avait plein de questions, on n'a pas pu tout prendre, mais bon, on essaiera d'y répondre au fil de l'eau en vous passant. Sébastien, Hermine, un petit mot de conclusion, peut-être des initiatives ou peut-être des choses qui ont été mises en place ailleurs qu'on n'aurait peut-être pas vues et qui pourraient nous aider dans ce secteur, hein. Sébastien. Je voudrais dire juste un mot de conclusion. Je pensais qu'Alexia était ingénieure agronome, mais je vois qu'elle est comme moi une NIMA, cette expression que j'ai popularisée à propos des non-issus du monde agricole. Et je pense qu'il est très important aujourd'hui de bien comprendre qu'on va hyper intensifier l'agriculture en Europe et en France. On va l'hyper intensifier en savoir, en connaissances, en expérience, en complémentarité d'acteurs. On va avoir de plus en plus d'acteurs non issus du monde agricole qui vont venir sur ce domaine. Mais, et j'insiste, il n'y aura pas plus de souveraineté alimentaire et pas plus de performance de sécurité alimentaire en quantité et qualité demain avec les seuls NIMA. Les protagonistes, ceux qui savent, ceux qui connaissent et ceux qui feront, ce seront les agriculteurs et les acteurs de l'agro-industrie. Il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire que là aussi, ce jeu collectif est indispensable. Ceux qui sont les premiers contributeurs de cette souveraineté ou sécurité alimentaire, ce sont les agricultrices et les agriculteurs de ce pays qui sont bien plus avant que nous tous, bien conscients des enjeux environnementaux et des attentes sociétales. C'est un métier où il faut être agile en permanence et il faut garder et le goût de l'effort, ce qui n'est pas la tendance générale dans la société française, et le goût des autres, parce qu'on fait un métier qui est tourné vers les besoins des autres, ce qui n'est pas non plus la tendance générale dans la société française. Donc moi, ce qui me passionne, c'est de voir que les mondes agricoles, ils ont plutôt un temps d'avance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'excès, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à corriger, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à transformer, mais si on ne les met pas à côté de nous pour réussir tout ce qu'on vient de se dire, ce n'est pas contre eux et sans eux qu'on va s'en sortir. Ça, c'est très clair. Merci Sébastien. Hermine, un petit mot de conclusion, hein. Oui, je peux finir par une jolie phrase. Le futur n'est pas rupture. Ça, c'est un peu ma vision parce que je ne crois pas qu'il y aura mais des initiatives. Il y a une diversité de métiers, d'appétences, de compétences qui sont particulièrement florissantes en France et qui participent de cette formidable énergie que l'on a pour pouvoir créer. Je veux dire, Sébastien l'a bien dit, aujourd'hui, il y a la place pour des NIMA. Alors demain, ce sera peut-être un autre acronyme, mais effectivement, on va continuer à avancer avec tous ceux qui existent déjà. L'industrie agroalimentaire, qui n'est pas un gros mot, la GMS, qui n'est pas un gros mot, mais aussi avec les NIMA et avec tous ceux qui souhaitent arriver et apporter leurs compétences. Force est de constater qu'aujourd'hui, on peut travailler bien intelligemment dans le domaine agricole sans en avoir a priori les compétences et être né dans une ferme. Et ça, je trouve que c'est une chance extraordinaire qu'on a. Et j'aimerais bien qu'on réussisse à avoir un discours super positif sur l'avenir. Parce que c'est clairement en étant généreux, en étant ouvert, en étant positif qu'on réussira à faire avancer les choses. Alors que si on regarde toujours le verre moitié vide, et des chagrins, on en a en France, malheureusement, on reste dans sa bulle et on ne s'ouvre pas aux autres. Donc voilà un petit peu mon mot de la fin. Merci à tous les trois. Et donc, je vais me tourner maintenant vers Nathalie qui va donc nous faire un petit reset autour de la santé et de ce qu'elle a retenu en fin de compte de ce webinaire. Voilà, avant de se donner rendez-vous au mois prochain. Nathalie, je te passe la parole. Merci Sandrine, merci à tous. Alors il y a eu tellement de choses parce qu'on a essayé de parler très vite et de se concentrer. Je dirais que j'ai retenu notamment le ensemble, c'est-à-dire d'éviter effectivement d'être contre les uns aux autres, mais plutôt de se rassembler pour produire ensemble pour tous. Moi, je voudrais juste hiérarchiser en fait les problématiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quoi le mieux manger, c'est plus une question de trop qu'une question de pas assez. D'ailleurs, on mange trop, ça résoudrait aussi les problématiques du gaspillage. Donc, ceux qui ne mangent pas assez, c'est effectivement les problèmes de famine. Ceux qui mangent mal, entre guillemets, il y a tout ce qui est troubles du comportement. On a vu que la dénutrition, les troubles du comportement alimentaire exacerbaient d'ailleurs les problématiques liées à des épidémies comme la Covid. Donc, on a ce côté-là de une part de notre population n'a pas assez ou mange mal.
Mais en gros, on mange plutôt trop. Et là, quelqu'un a posé la question, c'est quoi les 5 problématiques de manger trop? Eh bien, il y a les problématiques de surpoids et d'obésité. Donc, c'est effectivement un adulte sur deux, 30% de la population française, qui engendre en lui-même, parce que être gros ou d'être obèse, pourquoi pas? On parle justement de body positive, mais là, on parle de problématiques de santé et ça engendre ce surpoids ou cette obésité, des maladies et notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension et le cancer. Je crois que ça a été dit tout au début, en fait, qui sont les nouvelles maladies et qui sont liées à notre alimentation. Donc, on mange trop, on mange mal, c'est une toute petite partie parce que effectivement, les pathologies liées, c'est plutôt des pathologies de cumulation, donc notamment les pathologies autour du cancer. Donc, on voit bien que notre problématique est le trop. Et vous l'avez rappelé, l'éducation. Donc, l'éducation doit porter finalement sur 3 éléments. Les portions, donc c'est là où il y a un lien avec le gaspillage. Les fréquences, là, c'est un lien justement avec tous les types d'aliments qu'on peut finalement se procurer aujourd'hui et de limiter peut-être une part de l'ultra-transformation et de repartir sur des produits bruts, des fruits et légumes, etc. Donc là, on met tout le monde d'accord. De manger varié et la problématique, effectivement, qu'on n'aura jamais tous les fruits et légumes qu'on veut en France. Donc, cette souveraineté, elle n'est pas non plus à idéaliser d'un point de vue santé. Je vais mettre dans un petit coin aussi l'histoire de l'activité physique. Donc, en fait, si on doit retenir un élément, c'est on doit varier. On doit pouvoir proposer plein d'alternatives, justement, finalement, qui permettent de mieux manger. Je vois qu'apparaît aussi sur le chat l'histoire du goût. C'est évidemment le plaisir d'abord, parce que le plaisir engendre la variété. Et la variété engendre, en fait, finalement, nos besoins va être hiérarchisé. Merci à toutes ces alternatives qu'on pourra ensuite détailler au cours de différents articles qu'on va pouvoir publier sur notre média Planète Food Santé. Je laisserai Sandrine peut-être nous dire le prochain webinaire qui sera dans 15 jours et demi. En tout cas, merci à toute cette année très très riche, à toutes ces initiatives qu'on va pouvoir finalement relayer pour contribuer ensemble à manger mieux. Absolument, je voulais remercier déjà tout le monde Sandrine, d'être venu. Ouais, je voulais remercier tout le monde d'être venu à cette heure de table. C'était évidemment riche, hyper intéressant. Il y aurait des webinaires à faire rien que sur certains sujets. On se reprend une date en fin de compte parce que c'est un sujet qu'on n'a jamais traité à fond, mais qui regroupe tellement d'autres webinaires dont on a fait. Ensuite, de la pédagogie alimentaire, voilà. Pour tous ceux qui nous ont posé la question, le replay, dans 5 minutes, ceux qui sont inscrits auront le replay directement en accès. Ce soir, il sera sur nos réseaux sociaux. On vous enverra un lien à tous. Je voulais remercier tous nos participants. Et puis, je voulais vous dire qu'on se retrouve effectivement dans 15 jours et demi avec l'Institut pour le Positive Food et sur lesquels on travaille sur un nouveau webinaire, sachant que le dernier omnivore ou le prochain omnivore a eu énormément de succès. Puis je vous rappelle aussi qu'on a une nouvelle web TV qu'on a lancée qui s'appelle la transition alimentaire vue par, parce qu'on ne peut pas recevoir tout le monde et des experts super intéressants, il y en a plein, et on essaye de les interviewer au fil de l'eau sur la fameuse transition alimentaire. Et mesdames, on espère vous y voir sur cette question. On vous passera les questions, qu'est-ce qu'il y en reste plein. Merci en tout cas à tous. Je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est-à-dire nous, et pour ceux qui sont en train de le faire. Bon appétit à tous, et puis on se redit au mois prochain avant Noël. Voilà. Au revoir à tous. Voilà. Merci. C'est le 13 décembre. Voilà. À 11h30, qui est notre nouvel horaire, qui ne nous empêche pas de manger juste après. Bon appétit à tous. Merci encore. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Beaucoup.